Nous sommes à Ottawa aujourd'hui, mes collègues et moi-même, pour demander au gouvernement de respecter un principe démocratique très clair. Il ne peut y avoir de taxation sans représentation. Et puisque le gouvernement refuse d'écouter les contribuables, eh bien, il devra le faire devant les tribunaux. Et c'est pour cette raison que la Fédération canadienne des contribuables poursuit en justice l'Agence du revenu du Canada pour mettre un terme à l'application illégale et antidémocratique de la hausse de l'impôt sur les gains en capital. En avril de l'an dernier, le gouvernement fédéral canadien a proposé d'augmenter la proportion des gains en capital imposables de 50 % à 66,7 % pour les sociétés et pour les particuliers dont les gains en capital excèdent 250 000 $, à l'exception des gains provenant de la vente de la résidence principale. Bien que cette mesure n'ait pas été formellement adoptée par le Parlement, l'Agence du revenu du Canada, l'ARC, a commencé à appliquer ce nouveau taux depuis juin 2024. Le 6 janvier 2025, le premier ministre, Justin Trudeau, a annoncé sa démission en tant que chef du Parti libéral et a prorogé le Parlement jusqu'au 24 mars 2025, retardant ainsi l'adoption formelle de cette mesure. Malgré cette situation, l'ARC continue d'appliquer le nouveau taux d'imposition sur les gains en capital. Face à cette décision, la Fédération canadienne des contribuables a donc décidé d'intenter une action en justice contre le gouvernement. Nous en discutons aujourd'hui avec le porte-parole francophone de la Fédération canadienne des contribuables, Nicolas Gagnon. Ouais. Donc, je suis présentement avec Nicolas Gagnon. Nicolas Gagnon, vous avez fait une sortie à Ottawa pour justement dire que vous alliez aller en cours contre le gouvernement pour justement parler du gain en capital. Et je veux vous entendre là-dessus. Qu'est-ce que vous demandez? Qu'est-ce qui est votre demande en fait? Puis pourquoi que vous avez choisi la façon légale de le faire? Ah ben essentiellement parce que c'est la seule bonne manière de le faire, effectivement. Mais oui, on se demandait c'était quoi les meilleures avenues pour forcer le gouvernement de reculer et on a réalisé que dans ce cas-ci, la meilleure avenue, c'était effectivement d'aller devant les tribunaux parce que c'était effectivement le dernier recours qu'on avait. Mais essentiellement, donc ce lundi, nous à la Fédération canadienne des contribuables, on a fait une conférence de presse à Ottawa pour essentiellement indiquer qu'on lançait déjà notre poursuite en justice contre l'Agence du revenu du Canada, essentiellement parce qu'elle n'a pas le droit, selon nous, bien sûr, puis selon le plaidoyer qu'on fait en cours, d'aller chercher une hausse d'impôt sur le gain en capital, puisque cette hausse d'impôt n'a jamais été votée par le Parlement. Et donc, il faut rappeler aussi que à la base, cette hausse d'impôt, elle avait été, pas adoptée, mais elle avait été proposée, en fait, dans le budget d'avril 2024 du gouvernement fédéral de Justin Trudeau. Sauf que son gouvernement a simplement déposé une motion de voie et de fait, de voie et de moyen, pardon, qui a absolument aucune forme de substance légale essentiellement. Et donc, il s'est passé plusieurs mois, mais ils n'ont jamais déposé un projet de loi au Parlement. Et le problème, c'est que, bon, déjà à partir du 24 juin 2024, ils ont dit que c'était la date à partir de laquelle on augmentait donc le fameux taux d'inclusion du gain en capital, de l'impôt sur le gain en capital. Mais par la suite, il y a rien eu qui a été fait au niveau législatif. Donc, il n'y a aucun projet de loi qui a été déposé, ni débattu, ni promulgué en bonne et due forme. Et là, on arrive ensuite le 6 janvier, une date assez importante. Justin Trudeau annonce sa démission, mais aussi la prorogation du Parlement jusqu'au 24 mars. Donc là, on a fait toute une période de temps où est-ce que finalement, ce projet de loi-là sur l'impôt du gain en capital n'a jamais été déposé. Et malgré tout, l'Agence du revenu du Canada va chercher cet impôt-là et espère aller chercher quand même pas loin de 7 milliards de dollars dans les poches des contribuables dès cette année. Sauf que, et ça, je pense que c'est un rappel qui est assez intéressant pour monsieur et madame tout le monde, c'est qu'on entend souvent cette expression no taxation without representation on entend par exemple de l'histoire de la Révolution américaine, par exemple. Mais on oublie que ce principe-là n'est pas tant américain, mais plutôt dans l'esprit puis de la tradition parlementaire britannique et aussi, ben, c'est inscrit dans la section 53 de la Constitution canadienne que seul le Parlement peut voter des lois. Et puisqu'aucune loi n'a été votée, pas voter des lois et voter des hausses d'impôts, pardon. Et dans ce cas-ci, donc, puisqu'il y a eu une hausse d'impôts sans vote, ben oui, on est carrément dans une situation qui va à l'encontre de la Constitution canadienne et c'est le plaidoyer qu'on espère faire. Bien sûr, je suis pas l'avocat en question, mais c'est essentiellement le point central qu'on veut faire devant les tribunaux pour mettre fin à cette hausse de l'impôt sur le gain capital et revenir à l'ancien modèle. L'Agence du revenu du Canada a déjà commencé depuis le 24 juin 2024
qu'est-ce que vous auriez à dire pour essayer de faire comprendre comment que le processus marche, comment que quelque chose qui n'a pas été encore voté peut être déjà établi? Ben, c'est une très bonne question parce qu'apparemment, en fait, dans le système gouvernemental canadien, il y a une forme de tradition où est-ce que souvent les agences vont prendre les devants pour mettre en place tranquillement les programmes avant qu'ils soient votés, ne serait-ce qu'en anticipant leur mise en place future. Et c'est un peu ce qu'a fait l'Agence du revenu du Canada dans ce cas-ci, c'est que dans leur cas, ils s'imaginaient sûrement que cette hausse d'impôt serait votée assez rapidement et donc ils allaient déjà pouvoir commencer à partir du 24 juin à percevoir cette hausse d'impôt. On va donner le bénéfice du doute, ne serait-ce qu'à l'Agence du revenu du Canada pour avoir suivi cette directive. Sauf que bon, à la fin de la journée, le projet de loi n'a jamais été déposé et l'Agence du revenu continue quand même d'imposer cette hausse fiscale, donc qui est illégitime. Donc ça crée tout un problème et aussi ça pourrait créer un très dangereux précédent parce qu'à la fin de la journée, dans notre démocratie, on s'attend à ce que ce soit les élus qui, à visage découvert, directement à la Chambre des communes, votent les nouvelles taxes ou les augmentations d'impôts. Dans ce cas-ci, ce sont des fonctionnaires non élus qui procèdent à cette fonction fiscale qui est illégitime encore une fois. Et ça pourrait créer des précédents assez graves au sens où est-ce que, imaginez un instant ou dans un futur proche ou lointain, on a des agences qui se mettent à dire, ben écoutez, le Parlement n'a pas encore voté cette taxe-là, mais on s'imagine que c'est dans l'intérêt du Parlement de le faire bientôt, donc on va commencer à percevoir une taxe sans que les parlementaires aient approuvé. Donc, c'est ça qui est le côté qui est très grave. Et au final, il faut aussi rappeler que même si l'Agence du revenu du Canada perçoit présentement la hausse d'impôts, il n'en reste qu'il y a comme beaucoup d'informations qui font en sorte qu'ils sont pas sûrs comment procéder présentement à cause du fait que le Parlement n'a pas donné l'ensemble des instructions qui devraient s'appliquer, à savoir s'il y a des exceptions ou autres. Donc, ça crée tout un problème. Et même l'Agence du revenu du Canada est un peu entre l'arbre et l'écorce présentement. Donc, sans les défendre, bien sûr, parce que ce sont quand même les percepteurs d'impôts, c'est essentiellement un fiasco qui a été créé par le gouvernement de Justin Trudeau au final. Et la meilleure manière de le régler, c'est soit que Justin Trudeau, pendant qu'il est encore premier ministre, donne l'ordre à l'Agence du revenu de reculer là-dessus. Ou sinon que ce soit Bob Hamilton en passant par le commissaire de l'Agence du revenu, ou sinon il va falloir attendre les prochaines élections pour avoir effectivement peut-être un nouveau gouvernement qui va renverser cette décision-là. Je sais que vous n'êtes pas un avocat, mais si, admettons que vous gagnez en cours ou qu'on tombe en élection puis que ça n'a pas eu le temps d'être voté, est-ce que l'Agence du revenu du Canada a dans l'obligation de rembourser ce qu'ils ont perçu jusqu'à maintenant? C'est une très bonne question. J'ai très hâte de voir c'est quoi les résultats là, au final ce que j'espère va être un gain en justice. Mais effectivement, on pense que si l'Agence du revenu n'est pas supposée aller chercher cet argent-là, ben essentiellement elle devrait la redonner aux personnes à qui elle le prend présentement. Dans ce cas-ci, nous, on représente, en fait, nos avocats représentent une famille de l'Ontario, les Vostevel, qui habitent à Mapleton en Ontario. Et leur cas précis est assez particulier parce qu'on a souvent eu cette idée préconçue de la manière que ça avait été expliqué au départ, là, la hausse du gain en capital quand Freeland l'a présenté, c'était ça s'applique à quelques milliers de personnes, puis c'est les plus riches qui vont payer, inquiétez-vous pas, puis ça nous permet de contrôler les déficits. Bon, déjà à plusieurs niveaux, on sait que ça a échoué. La première chose, c'est que la hausse d'impôt va probablement jamais s'appliquer. De deux, les déficits sont plus importants que prévu, donc la hausse de l'impôt sur le gain en capital n'a pas vraiment joué à l'avantage du gouvernement là-dessus. Et au final, ça affecte vraiment des gens de toutes les classes. On parle autant des agriculteurs que de simples propriétaires d'immeubles qu'ils espéraient vendre dans le but de leur retraite. Dans le cas des Vosteveld, c'est des gens qui possédaient un terrain avec deux maisons où leurs enfants habitaient. Et essentiellement, leurs enfants ont fini par, ils ont vieilli, ils ont décidé de quitter le terrain familial et eux ont décidé de le vendre essentiellement en 2024. Et comme de fait, l'Agence du revenu du Canada décide d'aller percevoir un impôt sur le gain en capital qui est beaucoup plus élevé. Dans ce cas-ci, on n'est pas à 50% d'imposition au-delà du 250 000, on est plutôt à 66,7%. Donc, dans le cas d'un terrain, puis avec des propriétés dessus, on parle de plusieurs dizaines de milliers de dollars de différence en impôts. Donc, eux, ils réclament justice et nous, à la Fédération, on supporte à leur défense, mais on constate aussi que c'est un phénomène qui est beaucoup plus important. Il y a une étude qui a été publiée par l'Institut CDR, qui est en politique publique, et qui révèle en fait que l'impact de la hausse de l'impôt sur le gain en capital va faire perdre pas loin de 90 milliards de dollars à l'économie canadienne ou au PIB canadien au cours des 5 prochaines années.
Et par-dessus le marché, ça pourrait faire perdre pas loin de 400 000 emplois. Donc, c'est quand même énorme ce qui pourrait se produire à cause d'une simple hausse d'impôts qui s'applique présentement, mais qui n'a pas été votée. Donc, les conséquences sont assez nombreuses et sont très généralisées au niveau de l'économie à un, il faut le rappeler, un très mauvais moment comme celui où est-ce qu'on est présentement sur le bord d'un possible conflit commercial et peut-être même un exode de capitaux si jamais l'administration Trump décide de baisser les impôts, entre autres. Justement, je vais vous entendre parce que une décision que le Québec a fait, c'est d'aller s'harmoniser justement avec le gain en capital au niveau fédéral. Québec est quand même déjà extrêmement taxé, etc. Donc, qu'est-ce que vous avez à dire justement sur le fait que, bon, le Québec va de l'avant avec, mais au niveau fédéral, ils ne l'ont même pas encore voté? C'est effectivement un très gros problème parce qu'au Québec, on peut procéder d'une manière un peu différente à ce niveau-là. On considère quand même les actions légales qu'on pourrait faire en ce sens, mais au niveau canadien, comment dire, le contexte et aussi l'aspect constitutionnel est beaucoup plus clair. Dans le cas du Québec, effectivement, c'est assez spécial parce que Éric Girard, le ministre des Finances, a répété à plusieurs reprises que c'était pas dans la philosophie de son gouvernement d'augmenter les impôts. Puis il a répété ça à plusieurs reprises, puis finalement, en 2024, quand le fédéral a présenté son budget qui incluait la hausse de l'impôt sur le gain en capital, Éric Girard, ça n'a même pas pris 2 jours qu'il décidait d'harmoniser l'impôt du Québec avec celui du fédéral, sous le couvert, mais avec l'excuse, bien sûr, là, que c'est une forme de tradition qu'on fait depuis toujours, ce qui est faux. En fait, le Québec s'est toujours démarqué comme étant justement une province qui fait à sa tête, puis que quand le fédéral fait quelque chose, il va faire son propre programme qui est à avoir quasiment une imitation complète du fédéral, mais géré par le Québec. Revenu Québec en soi est un excellent exemple de à quel point on s'harmonise pas toujours avec le fédéral, mais n'en reste qu'à ce moment-là, Éric Girard, on se rappelle qu'en mars 2024, son gouvernement, avec François Legault, avait déposé un budget déficitaire de 11 milliards, ce qui est énorme, le plus important déficit de l'histoire du Québec. Et donc, veut pas, avec les conditions économiques actuelles, Girard espère aller chercher plus d'argent dans les coffres du gouvernement. Puis la hausse de l'impôt sur le gain en capital au Québec, pour le provincial, ça leur permet d'aller chercher 1 milliard de dollars de plus dès cette année en impôts. Donc, c'est quand même pas rien de ce qui va être pris littéralement dans les poches des contribuables québécois sous couvert que le fédéral le fait, mais ne le fait pas. Donc, ça crée tout un problème qui est au niveau fiscal pour avoir des impacts parce que, essentiellement, Éric Girard a harmonisé la hausse de l'impôt sur le gain en capital avec le fédéral sous le principe que ça serait simplifié. Mais là, c'est pas plus simplifié parce que le Québec le fait, mais pas le fédéral, ou du moins, c'est pas légalement légitime dans les circonstances. Donc, ça crée tout un problème et il y a plusieurs groupes de la société civile entre autres le Conseil du patronat du Québec, l'Institut économique de Montréal, la Fédération canadienne des contribuables. On a interpellé à plusieurs niveaux Éric Girard pour qu'il annule cette hausse d'impôt, considérant que le fédéral, fort possiblement, sa hausse s'appliquera jamais. Et même si le gouvernement fédéral, ne serait-ce que la prorogation du Parlement prenait fin le 24 mars et que les parlementaires revenaient travailler, il y a des très fortes chances que le Parlement soit refermé à nouveau parce que les partis de l'opposition veulent déclencher des élections. Alors, c'est pas encore fait, mais à la fin de la journée, le Québec s'est peinturé dans un coin, encore une fois dans un contexte économique où est-ce on devrait pas affecter le portefeuille des contribuables ou la productivité des entreprises ou même l'avidité ou la volonté des investisseurs étrangers ou locaux à se lancer en affaires au Québec. N'oubliez pas d'aller sur calltheelection.ca. Sur ce site web, nous avons une pétition pour demander fermement des élections maintenant. Les Canadiens, c'est ce qu'ils demandent et nous devons respecter la démocratie. Donc, calltheelection.ca, allez signer et partager et merci de nous soutenir.